Bonjour, mon nom est Caroline Cotty, je suis fondatrice de la Gouvernance au féminin, organisme à but non lucratif créé en 2010 avec pour mission de soutenir les femmes dans leur développement de leadership, leur avancement de carrière et leur accession à des sièges sur des conseils d'administration. Au cours des 4 dernières années, nous avons organisé de nombreux événements, des conférences, des panels de discussion regroupant des conférenciers et des conférencières de renom. Nous avons maintenant décidé de lancer une série d'entrevues vidéo afin de faire connaître au grand public le parcours de femmes inspirantes. Mélanie Joly, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la Gouvernance au féminin à partager ton parcours et ta vision. Bonjour, merci. Mélanie, tu es avocate, tu es entrepreneur et conférencière. Tu as également été candidate à la mairie de Montréal aux élections du 3 novembre 2013. Jusqu'alors peu connue du grand public, tu as créé une grande surprise en arrivant deuxième derrière Denis Coderre avec 26,5% des voix remportées. Tu estimes que les affaires sans la philanthropie sont dénuées de sens et tu as siégé sur de nombreux conseils d'administration qui t'ont permis de contribuer activement au rayonnement de Montréal et sa collectivité. Dis-moi, qu'est-ce qui te motive à te dépasser, à te diversifier et à t'impliquer ainsi? C'est une bonne question, Caroline. Je pense que c'est... j'ai toujours aimé beaucoup m'impliquer auprès des gens, faire en sorte de prendre une idée et la réaliser, et par pure quête de sens. Parce que j'ai... pour moi, mon objectif de vie, c'est d'améliorer le sort de ma collectivité. Et donc, de faire en sorte de créer des projets qui vont avoir des retombées positives pour les gens, pour l'environnement. Et toutes mes initiatives ont toujours été en lien avec ça, de m'entourer de personnes qui étaient fortes, parfois plus fortes que moi, qui pouvaient arriver, et collectivement, on pouvait arriver à réaliser une idée. Donc, ça a été le cas avec la mairie de Montréal, lorsque j'ai créé un parti, mais également d'autres initiatives philanthropiques, que ce soit dans le domaine culturel, artistique, communautaire. Même, ça faisait partie de ma philosophie de gestion quand je dirigeais une entreprise, que de vraiment impliquer tout le monde dans un projet qui, somme toute, est plus grand que nous et qui canalise nos énergies, qui fait en sorte que tout le monde peut, à sa façon, s'y réaliser. Donc, c'est un peu ça ma vision de gestion et ma propre motivation dans tous mes projets. Et est-ce que c'est ça qui t'a poussé à faire le saut en politique? Oui, mais ça faisait longtemps que j'y pensais. Pour moi, je suis très inquiète du monde politique présentement. Je crois que la société évolue beaucoup plus rapidement que les institutions politiques et qui, peu à peu, il y a un déphasage important qui se crée. Il y a du cynisme au sein de la population. Il y a beaucoup de frustration de la part de la population par rapport aux dirigeants politiques, par rapport aux dirigeants de façon générale. Oui. Et donc, je voulais démontrer que chacun, peu importe sa notoriété, peu importe qu'une personne soit connue, non, qu'elle puisse arriver à avoir un impact sur son monde. Et donc, qu'on avait en nous ce pouvoir-là d'impact sur le cours des choses, sur notre système. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je me suis impliquée. Et est-ce que tu penses que c'est ce cynisme que la population avait envers les dirigeants du moment qui a été la clé de ton succès lors des élections? Je pense que ça a participé. On se rappellera qu'au moment où j'ai lancé ma campagne, c'était le 17 juin 2013, le jour même où le maire Applebaum a été arrêté et accusé éventuellement de corruption. Et c'était la journée nationale du cynisme. C'était... et donc, ça a été extrêmement difficile comme lancement, mais cela dit, ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai vraiment vu, en me promenant dans les parcs de Montréal, en allant dans tous les centres culturels, sportifs, en faisant énormément de terrain, ce qu'on appelle dans le jargon politique, qu'il y avait une volonté de changement. C'était aussi l'été où il y a eu un désastre, une catastrophe au lac Mégantic, où on a vu l'impact d'une femme à la mairie qui avait été capable de bien réunir sa communauté. Et donc, on voyait qu'il y avait certains modèles qui étaient fort différents des modèles de leadership normalement associés à un maire, à la mairie, au niveau municipal qui émergeaient. Et puis, je pense que c'est ça. Donc oui, un certain cynisme, mais une très grande volonté de changement. Et puis une volonté aussi de rompre avec les anciennes équipes
qui est en place. Et puis, si on regarde de façon générale chez les plus jeunes, il y a quand même des maires qui sont très inspirants, comme le maire de Calgary, qui est Naheed Nenshi, comme d'autres maires à Bogota, etc., des modèles de leadership au niveau municipal qui étaient inspirants et qui inspiraient notre équipe. Et donc, je pense que notre équipe, on incarnait ça chez les plus jeunes. Et en parlant de volonté de changement, Mélanie, Oui. toi, tu es encore très jeune, tu as à peine 35 ans, tu as déjà connu beaucoup de changements dans ta vie, avec des changements d'industrie. Tu as été avocate, tu as été à la tête d'une compagnie dans le domaine de la communication, tu as fait ton saut en politique. Alors, est-ce que tous ces changements-là ont fait partie d'un plan bien structuré auquel tu avais pensé à l'avance, ou est-ce que tu as su saisir les bonnes opportunités au bon moment? Moi, je suis une personne très intuitive. Je ne suis aucun plan de match bien prévu. J'ai un petit côté, parfois, j'aime pas respecter tout le temps les... je dis pas les règles du jeu. C'est pas que... Donc, je respecte pas les règles du jeu, mais j'accepte pas ce qu'on me dit nécessairement comme étant la vérité. J'aime bien... pouvoir re-questionner ce qui est proposé. J'aime arriver avec des nouvelles idées. Et donc, j'ai toujours été plus davantage, et comme je pense plusieurs membres de ma génération, à la recherche d'une quête de sens, d'impact dans tous mes emplois. Alors, et c'est pour ça que j'ai toujours saisi les opportunités au moment où se sont présentées. Mais j'avais une très grande tolérance par rapport au risque, Caroline, parce que moi, je suis une personne qui valorise le risque, qui n'a pas peur de l'échec d'une certaine façon, qui voit, je pense, l'échec comme un processus d'apprentissage, même si ça peut être extrêmement souffrant. Et donc, ça fait en sorte que je suis à l'aise de me lancer dans des aventures qui, parfois, aux yeux de certains, peuvent apparaître complètement gargantuesques. Alors, Mélanie, tu as écrit un livre qui va être lancé cet automne, au mois d'octobre. Ouais. Alors, ce livre se veut un cri du cœur. Tu parles dans ton livre d'une réforme nécessaire du monde politique. Tu estimes que nos institutions politiques sont mal outillées à faire face à 3 grands enjeux de notre époque. Alors, tu cites les changements climatiques, la démocratisation de l'information via les nouvelles technologies et la croissance des inégalités. Donc, tu suggères dans ton livre qu'on réforme le monde politique afin qu'il soit mieux adapté. Alors, parle-nous un petit peu de cette nouvelle vision de la politique. Moi, je pense qu'on arrive, en fait, aux limites de l'État tel qu'il est. Limite Et donc, ce qui arrive, c'est que je crois que dans la mesure où on veut regagner la confiance de la population, on doit s'adapter à sa façon de faire et ses valeurs et ses façons de fonctionner. Donc, dans les circonstances, pour moi, je valorise énormément une approche décentralisée. Donc, on donne beaucoup plus de pouvoir aux communautés, particulièrement aux grandes villes, dans le contexte où il y a des grandes villes, et en même temps au niveau planétaire pour certains enjeux, qui sont l'environnement et qui sont la fiscalité, c'est-à-dire toute la question de taxation. Parce que on est dans un contexte où, à cause des communications qui ont explosé, à cause de la globalisation, essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, les gens, les entreprises sont mobiles. Et puis, il y a un pacte, normalement, qui est entre le payeur de taxes et l'État pour fournir des services qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un filet social qui va être assuré. Il va y avoir des infrastructures qui vont être construites, qui vont être entretenues. Il va y avoir de l'éducation de la population. Et tout ça, de façon un système de santé. Et présentement, à travers le monde, particulièrement en Occident, ce qui se passe, c'est que peu à peu, ce filet social-là, donc le rôle même de l'État, qui est de redistribuer la richesse, est mis à mal. Parce que il y a différentes façons d'avoir accès à des marchés, mais de ne pas nécessairement payer les impôts en lien. Il y a beaucoup d'évasion fiscale. Oui. Il y a une taxation extrêmement complexe. On atteint des limites au niveau, parfois, de la croissance économique.
Et puis, il y a un vieillissement de la population. C'est toutes des données qui font en sorte que c'est fondamental de repenser notre système de taxation, de le simplifier. C'est fondamental d'arriver et de regarder, oui, il y a de croissance, il y a de la croissance économique, mais est-ce qu'elle est bien redistribuée, cette création de richesse-là? Donc, créer des indicateurs en lien avec ça. De massivement s'assurer de continuer à investir en éducation, parce que c'est la seule façon de vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de croissance d'inégalité. Est-ce qu'on n'est pas capable aussi de... le plus grand actif que l'État va détenir durant notre époque, au 21e siècle, c'est l'information. Et comment on est capable de s'assurer de développer des modèles de gouvernance, même au sein de nos institutions politiques, où les gens vont être appelés à participer activement au travers des technologies aux décisions collectives, et en même temps que l'État va pouvoir être en mesure d'avoir accès à beaucoup d'expertise citoyenne, au-delà au sein même de la structure étatique, pour améliorer les décisions collectives, pour s'assurer qu'il y ait plus d'imputabilité, pour beaucoup plus de transparence. Et donc, par conséquent, qu'il y ait moins de corruption, qu'on paye, comment je pourrais dire, qu'on paye à la valeur du marché pour nos infrastructures. Donc, et c'est une panoplie de mesures, mais essentiellement, cette vision-là de décentraliser et de centraliser plus au niveau international fait en sorte qu'il va falloir reconfigurer nos institutions politiques. Et je pense que c'est pas seulement au Québec, c'est pas seulement au Canada, mais ça va être à travers l'Occident, parce que, justement, si on ne le fait pas, Caroline, moi, c'est pourquoi je dis que c'est un cri du cœur, ce livre-là, c'est qu'à terme, il y a vraiment un énorme danger de conflit. Alors, on sent clairement ta passion, Mélanie, quand tu parles de tous ces thèmes. J'ai bien l'impression que la politique, c'est pas terminé pour toi. Hein? En fait, je ne pense pas m'impliquer à court terme en politique. Mais je ne ferme pas de porte éventuellement à une implication. Mais j'ai plusieurs projets d'affaires, plusieurs projets de diffusion d'informations, de connaissances. Et c'est ça que j'ai envie, c'est sur quoi j'ai envie de m'attarder, parce que malheureusement, le monde politique municipal est fermé pour moi, dans le sens où il n'y a pas de... j'ai pas été élue. J'ai eu 8 élus extraordinaires, mais c'est très difficile d'influencer le monde, la politique, lorsqu'on est dans les gradins. Et présentement, malgré le fait qu'il y a plus de 120 000 personnes qui ont voté pour moi à la mairie, je suis dans les gradins. Alors, quelles seraient les prochaines étapes pour toi à ce stade-ci? Je vais continuer mon implication communautaire, philanthropique. J'ai accepté un mandat extraordinaire qui est d'être porte-parole pour le logis Rose-Virginie. Je pense que la campagne électorale a été une expérience humaine extraordinaire. J'aurais adoré qu'on mette une caméra dans mes yeux pour vraiment que les gens puissent voir ce que j'ai vécu. Mais ça On aurait aimé voir ça aussi. Oui, c'est ça. Oui. Prochaine fois, beau projet. Oui. Mais ça m'a beaucoup sensibilisée à la misère humaine et aux difficultés qu'ont certaines personnes de sortir d'un système. Et donc, par conséquent, moi, j'ai envie d'aider particulièrement les femmes en difficulté. Et c'est pour ça que le logis Rose-Virginie, c'est un match parfait. Parfait. Alors, on va avoir la chance de collaborer sur cet événement également le 5 novembre prochain au Windsor. Alors, dis-nous pourquoi tu penses que c'est important, pourquoi plus de personnes devraient s'impliquer au niveau de cette cause-là ou d'autres causes en particulier. Pourquoi tu penses que c'est important que les gens fassent une différence autour d'eux? Je pense qu'il y a un degré de responsabilisation. D'un point de vue philosophique, je pense qu'on arrive vraiment à la fin de l'individualisme, où à un moment donné, une personne peut être bien dans la mesure où les autres sont quand même là pour s'assurer qu'elle soit bien. Et ça s'applique d'un point de vue personnel, mais ça s'applique à très grande échelle. Et là, dans le contexte où on va faire face à des difficultés, je pense, d'un point de vue redistribution de richesse, on y fait face présentement. Les gens qui ont plus obtenu, qui ont une éducation,
qui ont des actifs, qui ont du capital, bien, c'est leur rôle de redonner aussi et d'assurer d'une certaine façon un filet social. Parce que l'État ne peut pas y arriver seul et parce que l'État arrive aux limites, dans le fond, d'un système. C'est ce que je pense. Et donc, c'est pas moi qui vais te contredire là-dessus, Mélanie. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça fondamental. En même temps, d'un point de vue purement personnel, quand les gens s'impliquent, je pense qu'ils réagissent très positivement parce qu'ils réalisent qu'ils ont un impact sur leur monde. Alors, puis moi, c'est quelque chose que j'aime bien mettre de l'avant parce que cette espèce de déresponsabilisation amène parfois le fait que les gens ont une conviction que « mais je ne suis pas capable d'y arriver, je ne peux pas y arriver, c'est plus grand que moi ». Et ça, c'est lié aussi au fait que la société, elle est extrêmement complexe. Oui. Et donc, on est capable, ultimement, au-delà de sa complexité, de s'impliquer et d'améliorer le sort des choses. Personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. C'est exactement ça. Tout le monde devrait faire quelque chose. C'est ça. Alors, Mélanie, est-ce que tu aurais quelques derniers petits conseils à partager avec les hommes ou les femmes qui nous écoutent quant à leur carrière, leur parcours, quelque chose d'inspirant, une petite réflexion que tu aimerais partager avec nous? Moi, ce qui m'a toujours beaucoup aidée, c'est de m'écouter, moi. Donc, d'aller parfois au-delà de ce que les gens pouvaient penser, d'aller au-delà des craintes que je pouvais avoir et de m'écouter, d'écouter ma petite voix. Et je pense que quand on est en mesure d'être en phase avec qui on est, le meilleur de nous-mêmes, on est capable d'arriver à de grandes choses. Alors, et donc, c'est un peu un appel à repenser parfois les conceptions qu'on a acquises parce qu'ils sont des conceptions et donc qui peuvent être modifiées et qu'on peut éventuellement revoir notre façon de voir la vie et qu'on peut passer à l'action de façon positive. Donc, s'écouter, ne pas avoir d'idées préconçues et agir. Exactement. C'est bien résumé? C'est très bien résumé. Mélanie Joly, un grand merci pour ta générosité. Merci, ça a été Caroline. Un plaisir. Oui, moi aussi. Merci. Merci.